La cité-État au sud de la péninsule malaise occupe la 14e place du classement des plus fortes intempéries annuelles avec environ 2400 mm de précipitations. Et même si c'est contre-intuitif, Singapour souffre d'importantes pénuries d'eau. Comment? Ça s'explique. Alors je vais vous citer l'énigme qui a un jour dit « Chaque société est à 3 repas du chaos ». On peut l'appliquer aux ressources hydriques. L'eau est un sujet éminemment politique, social et économique. C'est l'une des fondations de la pyramide de Maslow. Singapour est un des pays les plus densément peuplés au monde. Avec environ 5,5 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 700 km², il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour stocker l'eau douce qui tombe sous forme de pluie. Surtout que les constructions urbaines occupent une part très importante de la superficie du pays. Au total, la cité-État cumule 17 aquifères, mais sans surprise, la plupart d'entre eux sont très petits et ne sont pas en mesure de répondre aux besoins en eau des Singapouriens, tout au plus 10% des besoins de la population. C'est précisément pour cette raison que la gestion de l'eau est devenue un enjeu politique majeur dans le pays. Singapour est l'un des pays souffrant le plus de stress hydrique. D'ailleurs, il est le premier du classement des 33 pays qui courent un risque extrême d'ici 2040. Or, la prospérité économique singapourienne accentue la demande en eau de la cité-État. On ne peut toutefois pas attribuer aux ménages l'essentiel de la consommation en eau. L'activité économique pèse pour plus de 55% de la demande nationale. D'ici 2060, cette proportion devrait atteindre les 70%, notamment du fait de son industrie, de son secteur agricole et de son tourisme, tous trois en pleine expansion. Quel est le plan de l'État singapourien pour subvenir aux besoins hydriques de sa population et de son industrie ? L'or bleu, une denrée rare et précieuse. L'espace disponible pour construire de nouvelles infrastructures est limité dans cette cité-État très densément peuplée. C'est pourquoi environ la moitié de toute l'eau consommée est importée de Malaisie, d'où l'inquiétude des Singapouriens. L'approvisionnement en eau dépend d'un accord de longue date négocié entre Singapour et l'État malais de Johor. Le hic, c'est que le gouvernement malais actuel à Kuala Lumpur ne s'entend pas du tout avec les autorités singapouriennes. En fait, grâce à cet accord, Singapour exploite un barrage qui lui permet d'importer environ 900 millions de litres d'eau par jour depuis le pays voisin. Une eau non traitée et donc impropre à la consommation. Le problème pour Kuala Lumpur, c'est le prix qui a été fixé à la signature de cet accord en 62. C'est Lee Kuan Yew, le père de la nation singapourienne, qui a chapeauté en personne l'édification de cet accord. Les autorités de Singapour et de l'État de Johor ont donc convenu d'une compensation pour l'eau extraite de 3 cents malais pour 1000 gallons, ce qui équivaut à environ 0,007 $ pour 3785 litres d'eau. Si le prix vous paraît dérisoire, c'est qu'il ne peut être modifié que d'un commun accord. Le traité, entré en vigueur en 62 et valable 99 ans, établit que l'État de Johor peut faire varier les prix sans concertation uniquement sur les 25 premières années. C'est-à-dire que depuis 87, les prix n'ont pas bougé. Bah ouais, en vrai, vous vous doutez bien que ça arrange pas mal Singapour. Et c'est pas tout. L'accord comprend une clause qui stipule que Singapour doit revendre à Johor jusqu'à 2% de l'eau qu'il importe après l'avoir traitée et rendue potable. Et ce, pour un prix de 50 cents pour 1000 gallons. En gros, Singapour importe 1000 gallons d'eau non traitée à 3 cents, les revend après traitement à 50 cents. En plus, l'accord ne prévoyait aucune révision des prix en fonction de l'inflation. Décidément, les négociateurs singapouriens sont des visionnaires. Singapour, clair, cohérent sur sa position selon laquelle la Malaisie a perdu le droit de réviser le prix de l'eau dans le cadre de l'accord de 1962. Du coup, pas étonnant que la Malaisie soit très frustrée par cette situation. On a pu observer ces dernières décennies des allers-retours permanents et des joutes diplomatiques, mais rien n'y fait, Singapour reste inflexible. N'empêche qu'à chaque nouvelle échauffourée diplomatique avec la Malaisie, la cité-État considérait que les termes de l'accord étaient équilibrés. Juin 2018. Mahathir ravive le différend sur l'eau avec Singapour, qualifie l'accord de 1962 de ridicule. Ceci dit, un détail ne vous a peut-être pas échappé. Cet accord a une durée de 99 ans. Il expirera en 2061. Singapour perdra alors ses conditions si favorables. Mais de toute façon, Singapour souhaite renforcer son autonomie. L'État ne peut pas se permettre de dépendre d'un autre pays pour une ressource aussi vitale. Les chantiers sont donc déjà lancés pour permettre à Singapour de gagner en autonomie. Pour ce faire, Singapour a lancé un plan qui allie réduction de la consommation, optimisation de l'allocation des ressources et donc une capacité à autoproduire son eau potable. Alors comment compte-t-il y parvenir ? Les 4 robinets de Singapour.
Alors même si les volumes pluviométriques sont très importants à Singapour, les nappes phréatiques sont rares et éparses. Afin de répondre à cette problématique, la gestion actuelle de l'eau s'appuie sur les 4 robinets nationaux, c'est-à-dire les 4 principales sources d'eau du pays. La première d'entre elles, c'est précisément celle basée sur la collecte de l'eau dans les aquifères pour alimenter un réseau de micro-réservoirs. Dès 1972, Singapour a promu un plan directeur de l'eau, un outil pour identifier toutes les zones de captage d'eau de pluie afin d'alimenter le réseau. Grâce à ce plan, de nouveaux bassins versants ont été identifiés ou construits, portant le nombre total de réservoirs à 17. Le plus grand d'entre eux baigne au cœur de la cité-État, à l'ombre du principal monument du pays, la Marina Bay. Aussi surprenant que cela puisse paraître, depuis 2008, cet immense lagon, la baie historique de Singapour, lieu d'où jaillit le Merlion, a été transformé en réservoir d'eau douce. Bon, la deuxième source d'approvisionnement en eau de Singapour, on en a déjà parlé, ce sont les importations depuis la Malaisie. Une source qui devrait donc se tarir d'ici 2061. Et enfin, en troisième et quatrième place, on peut compter sur le projet Newater et la désalinisation de l'eau de mer. Prêtez-y bien attention parce que ces deux sources d'approvisionnement représentent le meilleur espoir de Singapour d'atteindre l'autonomie en eau. On gaspille pas. Newater, c'est le système de récupération et de recyclage d'eau sur lequel a parié Singapour pour atteindre l'autosuffisance en eau. Ce système de filtration à 4 barrières transforme les eaux usées en eau potable. Pas l'eau d'arrosage, l'eau que vous pouvez boire. L'eau passe d'abord par un traitement de purification conventionnel, puis elle passe ensuite par une deuxième étape à travers des membranes hyper fines, un système de micro et d'ultrafiltration. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse, un système de purification sous pression qui élimine les molécules indésirables, les ions, les grosses particules, les sels et les minéraux, tous les éléments indésirables en gros. Puis la quatrième et dernière barrière, ce sont les rayons ultraviolets que l'on applique pour désinfecter l'eau des bactéries présentes. Singapour compte déjà 5 usines Newater et une 6e sera opérationnelle d'ici 2025. Alors en ce qui concerne sa consommation par l'être humain, le procédé Newater a passé plus de 150 000 tests scientifiques. Les résultats ont permis à l'Organisation mondiale de la santé de lui attribuer une qualification d'eau potable ultra propre. Et pourtant, par sécurité et aussi parce que j'imagine que c'est pas très ragoûtant, l'eau issue de ce procédé est uniquement mise à disposition pour des usages industriels et commerciaux. Pourtant, ça peut se boire. Les astronautes à bord de l'ISS par exemple boivent de l'eau recyclée à partir de leur urine. Mais on commence à percevoir quelques changements. Une partie de la production Newater permet à présent de compléter l'approvisionnement en eau potable domestique. Compte tenu des limitations existantes, la production Newater devient de plus en plus importante. En fait, on s'attend à ce qu'elle représente plus de la moitié de toute la consommation singapourienne d'eau d'ici 2060. Bon, ça c'était la partie traitement des eaux usées. On a aussi la désalinisation de l'eau de mer ou saumâtre. Singapour dispose actuellement de 4 usines de dessalement capables de répondre à une demande élevée d'eau à tel point que d'ici 2060, l'eau dessalée devrait représenter jusqu'à 30% de la consommation nationale. L'eau provenant des usines Newater et des usines de désalinisation devrait alors garantir jusqu'à 85% de la consommation nationale. Un autre atout, c'est celui de remplir les réservoirs déjà existants pour assurer une source d'approvisionnement en cas de nécessité exceptionnelle. Franchement, c'est impressionnant. D'ici 2061, les 4 robinets d'approvisionnement en eau ne seront plus que 3. Évidemment, ce plan implique un effort gargantuesque, pas uniquement en termes financiers, mais aussi en termes de main-d'œuvre et d'habitude de consommation. Singapour va augmenter le prix de l'eau de 30% sur 2 ans. Dans un avenir proche, Singapour pourrait devenir un important exportateur de technologies de gestion et de traitement de l'eau. Imaginez ce que ces techniques impliqueraient pour des pays qui souffrent de stress hydrique comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou des pays où la gestion de l'eau est désastreuse comme en Inde. Est-ce que Singapour a trouvé la solution miracle au problème dramatique de la pénurie d'eau ?